Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, en direct de Happy Gov Day, deuxième édition de ce sommet international de la gouvernance. Et nous avons la chance d'accueillir Bertrand Badré. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bertrand Badré, bien sûr, ancien patron de la Banque mondiale, qui a eu un parcours très intéressant, qui quelque part a commencé ici, dans cette région lyonnaise. Absolument, j'ai eu la chance de faire mon stage de l'ENA, 6 mois à la préfecture à Lyon, au premier semestre 1993, il y a 25 ans. Une époque où il y avait Michel Noir, Michel Mercier et d'autres. Charles Millon et quelques autres, oui. Non, c'était... et Raymond Barre, déjà. Non, c'était pour moi une plongée dans une ville magnifique, dans une région magnifique. Et c'est là que j'ai appris mon métier de fonctionnaire, comment ça marche. Fonctionnaire, il y a eu la banque, grands établissements bancaires, il y a eu le lancement de l'euro et puis la Banque mondiale. Absolument, j'ai eu un peu comme Forrest Gump la chance de me retrouver dans les 25 dernières années là où ça se passait dans la finance. J'ai été au ministère des Finances au moment où on créait l'euro. J'ai été banquier d'affaires à Londres au moment de la nouvelle économie, l'économie Internet. J'ai été à New York quand cette nouvelle économie a explosé, quand le World Trade Center a explosé aussi, d'ailleurs j'ai vu ça de mon bureau. J'ai été les conseillers du président Jacques Chirac au moment où on commençait à regarder de manière un peu différente la question africaine, la question du financement du développement. J'ai ensuite été directeur financier des groupes Crédit Agricole et Société Générale pendant la crise financière. Donc j'ai vu de l'intérieur le système s'effondrer sur lui-même. Puis avec la Banque mondiale, j'ai eu une perspective un peu différente, installée à Washington, vue des États-Unis, mais prenant en considération le monde des économies émergentes et en développement. Alors justement, quelle leçon retenez-vous de cette période? Vous étiez à la tête, à la direction générale de la Banque mondiale. En fait, un moment assez particulier, parce que c'est le moment où on commençait à réfléchir à que faire après la crise. On a finalement en 2007, 2008, 2009 eu une crise financière extrêmement profonde. On a fort heureusement évité les grandes erreurs des années 30. On n'est pas tombé dans toutes les erreurs qu'on avait faites à l'époque, comme le protectionnisme, comme une austérité trop forte ou comme laisser les banques faire faillite. On a laissé Lehman faire faillite, puis après on s'est arrêté fort heureusement. Donc on n'est pas à la veille d'une troisième guerre mondiale, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas vraiment pensé la suite. Donc on a consolidé le modèle d'avant, avec ses forces, malheureusement aussi avec ses faiblesses. Et on n'a pas réussi à repenser la finance dont on a besoin pour notre développement durable, pour faire face au changement climatique, pour faire face aux attentes sociales, pour faire face à un monde plus solidaire. Et c'est bien le combat auquel on est confronté aujourd'hui. Voilà. Vous êtes un peu inquiet, un peu pessimiste. Vous venez d'intervenir là dans une conférence passionnante sur le thème 21e siècle vers un capitalisme plus humain. Vous avez tendance à dire plutôt oui ou vous avez des doutes? Ce qui me rassure, c'est que l'audience ici, le public, pour ne pas parler en anglais, comme on dit audience, il y a une énergie, il y a une sève incroyable. Et pour moi, c'est ce qui me rassure. J'ai des enfants qui eux aussi me poussent, je donne beaucoup d'enseignements. Donc, les générations qui montent, ce qu'on appelle les millennials et ceux qui viennent après, comprennent ça intuitivement. On n'a pas besoin de leur faire un dessin. Le problème, c'est qu'ils rentrent dans un système qui a ses règles, qui est un système qui a un appareil assez lourd. Et ce que je souhaite, c'est que ce système arrive à leur faire de la place. Il y a urgence. Il faut qu'on arrive à regarder ces règles de manière un peu sereine et pas qu'on se contente de reproduire, comme on dit en anglais, more of the same, sans changer. Et pour moi, il y a une urgence parce que les besoins sont là, on le voit bien avec les tensions politiques et sociales un peu partout sur la planète. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a des gilets jaunes, il y a des équivalents un peu partout sur la planète. On le voit bien avec les urgences climatiques, le poids des catastrophes naturelles. Tout ça, ce n'est pas pour dans 30 ou 40 ans, c'est dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc les systèmes mettent du temps à se changer et il faut qu'on s'y attaque maintenant. Je ne veux pas laisser derrière moi une situation où je devrais dire à mes enfants, écoutez, j'ai essayé, j'ai raté. Ça, c'est pas possible. Vous avez évoqué les années 80 avec l'école de Chicago et comment Reagan et Thatcher nous ont imposé un néo-capitalisme, néolibéralisme très financier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez poindre un autre capitalisme? C'est un peu la difficulté, c'est-à-dire que les modèles s'imposent par la géopolitique.
On a eu, après la Seconde Guerre mondiale, le modèle dit de Bretton Woods, qui a réapprivoisé la mondialisation. On a réouvert le commerce, on a réouvert les paiements internationaux, et ça a assez bien fonctionné. Ça s'appelait les 30 Glorieuses en France. Ça a assez bien fonctionné jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Avec la crise des années 70, le choc pétrolier, la suspension de la convertibilité en or du dollar, et finalement, on est rentré dans une ère de flottement généralisé. La conclusion logique de ce flottement généralisé, c'est de nouveau sous influence anglo-saxonne, comme en 1945, Reagan et Thatcher, le modèle néolibéral qui donne sa primauté au marché, à la liberté de circulation des capitaux, à la finance internationale. Ce que Milton Friedman disait, the business of business is business. C'est le jeu de mots qui se traduit assez mal en français, mais qu'on comprend bien. Le job des entreprises, c'est de faire des affaires, pas autre chose. Et on voit bien que ce modèle a fonctionné jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve un peu comme dans les années 70, on ne sait pas où aller. Ça fait 10 ans qu'on est dans cette crise et on n'a plus de leadership anglo-saxon sur ces questions-là. Le Brexit n'est pas une proposition universelle. America First n'est pas une proposition universelle. En face, on voit poindre une proposition chinoise qui n'est pas très satisfaisante non plus. Et donc, au milieu, on devrait être capable de trouver quelque chose. Malheureusement, on n'a jamais eu autant besoin d'une voix européenne, elle n'a jamais été autant absente. Et pour moi, c'est une immense frustration, vivant à l'étranger, de voir ce vide dans le monde international. Donc le modèle qui devrait émerger, je le vois bien, c'est une finance utile, un développement durable, une technologie partagée, ouverte à tous. On voit bien les briques, un multilatéralisme rénové. Mais qui peut prendre le leadership pour proposer ça? Je ne sais pas encore. La France, j'espère. Et justement, quand Emmanuel Macron, le 11 novembre, évoque un monde multipolaire, et on voit tout de suite la réaction très négative de Donald Trump, est-ce que vous pensez que c'est autour de ce monde multipolaire et que c'est la France qui peut porter cette voix? Je pense que la France, de par son histoire, ses grandeurs et aussi ses échecs, a une responsabilité particulière. Alors je suis un peu biaisé, Emmanuel Macron a eu la gentillesse de faire la préface de l'édition américaine de mon livre, donc c'est des sujets dont j'ai eu le plaisir et l'honneur de parler beaucoup avec lui. Je pense qu'il a une responsabilité importante, mais la France toute seule, elle peut faire ce que fait la France toute seule. Il faut qu'on trouve des alliés en Europe, en Afrique, en Amérique latine, partout dans le reste du monde. Pour moi, c'est le combat des 10 prochaines années, et il n'est pas gagné du tout. Expliquez-nous justement ce livre que vous avez écrit à la fin de votre expérience à la Banque mondiale. Ce livre, c'était à la fois rétrospectif et prospectif. J'ai essayé de comprendre ce que j'avais fait, ce côté Forrest Gump que je décrivais tout à l'heure. Je me suis dit que c'était peut-être pas complètement par hasard que j'avais vu tout ça et qu'il était peut-être temps, après la fin de mon passage à la Banque mondiale, de faire une pause et dire finalement qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que je retiens de tout ça, à un moment où on voit bien qu'il y a ces tensions dans le monde, ces tensions sur le modèle financier, ces tensions sur le modèle géopolitique, l'émergence de nouvelles puissances, la technologie, toute une série de choses qui nous font nous rendre mal à l'aise. Et je me suis dit, peut-être que je peux essayer, non, je ne suis pas académique, mais j'ai une certaine légitimité compte tenu de ce que j'ai vécu pour dire, voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer et pourquoi c'est important que la finance soit mise au service du bien commun. Et c'est revenir à ce que je disais en séance tout à l'heure, ce principe fondamental que l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Et que trop souvent, on laisse l'argent devenir en soi sa propre fin ultime. C'est ce qui s'est passé en 2007-2008. De manière intéressante, les deux moments dans l'histoire économique où la finance a eu le plus grand poids dans l'activité économique, dans le PNB, c'est en 1929 et en 2007. Ce n'est pas une coïncidence. Donc il ne faut pas laisser la finance dominer. En revanche, il ne faut pas non plus jeter la finance aux gémonies. C'est un excellent outil. Donc remettre cet outil au service du bien commun. La finance, c'est ce qui permet de se projeter dans l'avenir. C'est ce qui permet de se projeter par-dessus les frontières. Simplement, il faut constamment en garder le contrôle. C'est la main qui tient l'outil et pas l'outil qui tient la main. Vous avez fait une autre citation sur l'argent qui était très évocatrice aussi. Oui, alors, la sagesse populaire dit l'argent est un mauvais maître et un bon serviteur. Et Sainte Thérèse d'Avila, comme je dis de manière un peu ironique, grande économiste espagnole du XVIe siècle, avait cette formule qui était beaucoup plus, je dirais, sensible, en disant que l'argent était un excrément du diable, mais un merveilleux engrais. Quand vous voyez tout le débat actuellement autour des gilets jaunes, de la transition écologique, du poids de la fiscalité, etc., vous réagissez comment? Je pense que c'est tous ces moments de tension où on change de modèle et d'une certaine manière, il faut payer le compte des années passées. Et le problème, c'est à qui on le fait payer et comment, c'est toute la tension. Et en même temps, préparer l'avenir. Et ça, c'est l'enjeu majeur du politique, que de réussir ces passages. C'est rendu beaucoup plus difficile parce que ce qui s'est passé en 2007, 2008, 2009, c'est une perte de confiance. J'aime bien prendre cet exemple qui pour moi est extraordinairement évocateur. À l'été 2008, donc juillet-août, si vous vous souvenez, on a passé 2 mois à discuter du RSA.
C'était le moment où Martin Hirsch, à l'époque haut commissaire dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, proposait de tester le RSA. Et on se demandait si on allait allouer 500, 600 ou 700 millions d'euros. C'était le débat, vous regardez les journaux, juillet-août 2008. Arrive la faillite de Lehman. 15 jours plus tard, la France dit « nous allons mobiliser 420 milliards d'euros pour le financement des banques en réalité ». On peut argumenter que techniquement, l'argent du RSA, ce n'est pas l'argent des banques, que l'État d'ailleurs a gagné de l'argent en soutenant les banques. Simplement, dans l'esprit de beaucoup de gens qui n'ont pas forcément la culture financière, mais c'est normal d'ailleurs, heureusement, ils disent qu'on ne comprend pas, on met 2 mois à ne pas trouver 1 milliard pour les plus pauvres et on met 15 jours à trouver 400 milliards pour les banques, en gros, les riches et les puissants. Et à partir de là, vous avez une déchirure dans le contrat qu'on n'a pas fini de payer. Et donc, si on n'est pas capable de recréer de la confiance, toutes ces transitions vont être beaucoup plus dures à imaginer. La démocratie, comme l'économie de marché, elles ont besoin de confiance. Si vous doutez de tout, de ce que vous disent les gouvernements, les entreprises, etc., tout prend plus de temps, tout est plus difficile à mettre en œuvre. Et c'est bien dans ce moment où on est, où les gens n'ont plus confiance. On peut leur dire, mais attendez, on a fait ça. Ah, mais je ne te crois plus. Et donc, comment est-ce qu'on recrée quelque chose? Et ça, pour moi, c'est l'enjeu des prochaines années. Si on n'est pas capable, on va vers des moments difficiles. Et puis on va avoir donc cette échéance européenne, ces élections européennes. Vous êtes inquiet quand vous voyez la montée des nationalismes dans beaucoup de pays? Je suis inquiet parce que, encore une fois, oui, je suis inquiet. En même temps, je suis optimiste parce qu'il y a ces poussées de sève dont on parlait tout à l'heure. Et en même temps, on voit bien, comme je le disais, on a besoin d'une Europe qui propose quelque chose au monde. Et pour l'instant, l'Europe, elle ne se propose même pas quelque chose à elle-même. Donc on a cette tension extraordinairement forte. Donc je ne sais pas ce qui va se passer aux élections européennes. Ce que j'espère, c'est qu'on va, après l'épisode très triste du Brexit, c'est vraiment une tristesse, après toutes les chicayas qu'on a pu avoir, de voir un pays s'en aller, un pays qui incarne quand même quelque chose, un pays qui a apporté la démocratie parlementaire en Europe, etc. S'en aller, c'est un événement tragique. J'espère que l'Europe va être capable de se ressaisir et de reproposer quelque chose, non seulement à elle-même, mais aussi à nos voisins, en particulier à l'Afrique. Un mot pour finir sur cette initiative, le sommet international de la gouvernance, Happy Gov Day. C'est une idée géniale, c'est pour ça que j'ai pris l'avion et que je suis venu, j'ai pris le train et je suis venu, j'ai pris ma valise et je l'ai tirée dans la rue. Non, c'est très bien, la gouvernance, c'est le concept important du 21e siècle. C'est quelque chose dont on n'en parlait pas il y a 20 ans. On commençait à en parler il y a une dizaine, 15 années, dans un livre que j'avais écrit sur l'eau. J'avais insisté sur le fait que la gouvernance de l'eau était essentielle. La gouvernance, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de voir comment le secteur privé, le secteur public, la société civile peuvent travailler ensemble dans un équilibre à inventer. On a eu une forme de miracle au moment de COP21 où, bien sûr, la diplomatie française a eu un rôle important. Mais derrière, il y avait une poussée des associations, une poussée de la finance, une poussée de la recherche, etc. Et c'est tout cet ensemble qui a fait le succès de COP21. Et c'est bien ça qu'il faut ancrer dans la durée. L'inverse, c'est que si on abandonne la gouvernance comme équilibre entre ces différentes composantes de notre tissu social, on revient au système que Kissinger appelait westphalien, le système des États, qui est la confrontation d'États plus ou moins autoritaires, plus ou moins forts. Et on voit bien que cette tension qu'on a dans le monde aujourd'hui, entre un modèle de gouvernance inclusif, reposant sur une finance elle aussi inclusive, et un modèle plus territorial, plus fermé et probablement plus brutal. Merci beaucoup Bertrand Badré de nous avoir accordé cet entretien à l'occasion du 2e sommet international de la gouvernance Happy Gov Day. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour à tous et bienvenue.